La Côte d'Ivoire continue de pleurer les morts de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Ce vendredi matin, un hommage a été rendu aux 3 militaires tombés au champ d'honneur lors de leur intervention sur la plage de Grand Bassam le dimanche 13 mars dernier. Il est lancé ce vendredi le deuxième passage de vaccination de la journée nationale de lutte contre la poliomyélite. Les agents de vaccination se rendront dans les différentes localités pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans. Environ 187 000 électeurs sont appelés aux urnes ce vendredi à Djibouti pour désigner leur prochain président. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 6 h du matin heure locale. Ismaël Omar Guelleh, président sortant, brique un 4e mandat de 5 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, la Côte d'Ivoire continue de pleurer les morts de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Ce vendredi matin, un hommage a été rendu aux 3 militaires tombés au champ d'honneur lors de leur intervention sur la plage de Grand Bassam le dimanche 13 mars dernier. La cérémonie a eu lieu à l'état-major des armées en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, et ses 3 soldats membres des forces spéciales ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national à titre posthume. Lors de cette cérémonie, le commandant des forces spéciales, le général de brigade Lassina Doumbia, a prononcé une oraison funèbre pour lui. Les 3 soldats tombés sont des héros de la nation. Nous l'écoutons. La solennité de cette cérémonie fait de vous des héros. Sans jamais avoir su ce qu'est un héros, je m'imagine, en me remémorant ce que vous avez fait et qui vous donne le droit de bénéficier d'un tel hommage, qu'un héros de la nation est celui qui fait ce qu'il peut et ce qu'il doit quand les circonstances l'exigent. Le plus important pour vous, comme vous me l'avez dit lorsque vous me demandiez l'ordre d'assaut d'urgence, était de mettre un terme au massacre et sauver le maximum de vies. La vôtre n'était plus une préoccupation pour vous, devant tous ces cris de femmes et d'enfants. En souvenir de votre sacrifice, nous restons plus que jamais unis et déterminés. En bon guerrier africain, nous avons accroché nos sabres au clou. Et avec le silence qui sied aux hommes, nous nous préparons pour les futures missions éventuelles. Vous, allez vous reposer. Votre sang versé sera le ferment de notre croissance, de notre union, de notre fraternité. Continuez de veiller sur nous et sur les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Adieu camarades, adieu frères. Et tout à fait autre chose à présent, le président de la République Alassane Ouattara a accordé hier jeudi 2 audiences à 2 responsables d'entreprises internationales porteurs de projets importants pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit du président de la division Afrique et Euro-Asie chez de la firme américaine Coca-Cola et du directeur général du groupe minier Newcrest Mining, Viviane Aïmer. Un plan d'investissement d'un montant de 17 milliards de dollars pour le continent africain pour la période de 2010 à 2020. C'est l'un des objectifs de croissance de la firme américaine Coca-Cola, dont le président de sa division Afrique et Eurasie, Nathan Kouloumbou, a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. La Côte d'Ivoire, de par ses progrès au plan économique et l'amélioration de son cadre d'affaires, présente des atouts certains. La firme Coca-Cola a fait savoir son envoyé auprès du président de la République prévoit la création sur le sol ivoirien d'une unité agro-industrielle de production de jus de fruits à partir de produits locaux. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec le président de la République sur les progrès que la Côte d'Ivoire fait en général sur le plan économique, des progrès qui permettent à des sociétés comme Coca-Cola et d'autres multinationales d'avoir une confiance certaine et de faire des investissements d'un certain niveau dans le pays. Nous avons annoncé au chef de l'État l'intention de Coca-Cola d'investir dans le secteur du jus en Côte d'Ivoire en se fondant fondamentalement sur l'ananas, qui va être le jus, le fruit principal qui va soutenir notre investissement dans le jus, et nous avons discuté de ce plan d'investissement avec le chef de l'État et les projets vont bientôt commencer. Un projet qui s'inscrit dans la vision du président de la République Alassane Ouattara
de développer l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, ce qui va permettre la transformation sur place des productions agricoles et générer plus d'emplois et plus de richesses pour les populations tant rurales qu'urbaines. Même impression favorable sur l'état de l'économie ivoirienne et ses perspectives pour les prochaines années. Du côté de Newcrest Mining, une des plus importantes sociétés d'exploration et d'exploitation minière et qui est active depuis 6 ans en Côte d'Ivoire dans l'exploitation des mines d'or de Bolikro et Iré. Reçu ce jeudi par le président de la République au palais présidentiel, le directeur général de cet important groupe minier a dit sa volonté d'accroître les investissements de Newcrest Mining en Côte d'Ivoire. Nous sommes très impressionnés par les développements économiques récents de ce pays. Nous avons les 2 mines de Bonikro et de Iré que nous opérons, mais nous avons surtout présenté au président notre programme ambitieux et agressif d'exploration à l'échelle du pays. Nous avons quelques projets de partenariat avec d'autres entreprises pour étendre le champ de notre programme d'exploration dans lequel nous investissons quelques millions de dollars par an. Justifiant cette option, le directeur général Sandip Biswas a souligné que les fondamentaux de l'économie ivoirienne sont bons et le potentiel géologique de la Côte d'Ivoire est prometteur. La contribution des pays africains à la production mondiale de café est très faible. 17 millions de sacs de 60 kg sur plus de 140 à travers le monde. Mercredi dernier, le secrétaire général de l'Organisation interafricaine du café a animé une conférence de presse invitant les pays africains à accroître la productivité du café. Témoin pour RTI 1, Francis Boifo. Sur une production mondiale de 140 millions de sacs de 60 kg de café en 2015, l'Afrique n'a fourni que 17 millions de sacs, soit une productivité de 350 kg par hectare. Trop faible, selon l'Organisation interafricaine de café, OIAC. La productivité actuelle est de 350 kg par hectare. Nous avons donc besoin de doubler cette production ou bien de la tripler. Et la production en Afrique est de 17 millions de sacs. Le besoin est d'accroître cette production de 25 à 30 millions de sacs. Pour ce faire, l'OIAC invite les pays africains à l'atteinte des objectifs pour le développement durable des Nations Unies, dont 5 ont un impact sur les producteurs de café africains. Il s'agit entre autres d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, de promouvoir une agriculture durable, de lutter contre le changement climatique et ses conséquences sur l'agriculture et de gérer durablement les forêts. Tous les pays africains doivent donc garantir la vulgarisation des services d'éducation et des intrants agricoles pour être sûr que tout cela rentre donc dans la relance de la caféiculture. Lors de cette conférence sur les objectifs pour le développement durable des Nations Unies, le secrétaire général de l'OIAC est revenu sur l'engagement de sa structure à travailler à la mise à disposition des paysans des semences de qualité. Objectif, augmenter la production africaine de café, actuellement de 17 millions de sacs de 60 kg à 25 ou 30 millions de sacs. Francis Boifo, les femmes du Conseil du Café Cacao veulent plus de solidarité en leur sein et leur promotion au poste de responsabilité. Pour ce faire, elles ont mis sur pied une association dénommée l'Association des femmes du Conseil Café et Cacao. On en parle avec Justine Seydjike. L'Association des femmes du Conseil du Café Cacao, AFEM-CCC, est née. Elle a pour objet l'épanouissement de l'homme en général, de la femme et de l'enfant en particulier. L'AFEM-CCC a vu le jour au terme d'intenses travaux menés par les femmes du Conseil du Café Cacao. Travaux qui ont consisté en l'adoption des statuts et règlements intérieurs de l'association, l'élection de la présidente et des commissaires aux comptes. Et pour bien faire, elles ont été instruites sur le leadership féminin en entreprise au cours d'une conférence prononcée par Dao Gabala, experte en la matière. Les objectifs visés par cette association sont entre autres la solidarité entre les femmes, la valorisation de la femme du Conseil du Café Cacao par la reconnaissance de sa compétence et par sa promotion au poste de responsabilité et les œuvres caritatives. Pour respecter leurs missions et objectifs, la directrice du Conseil du Café Cacao
Massandje Touré Lidse n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux membres de l'association. Les femmes doivent être unies. Les femmes doivent travailler main dans la main pour réussir. Et gérer une filière comme la filière café-cacao, ce n'est pas facile. Il faut le soutien de tous et de toutes. Et lorsque les femmes estiment qu'en tant qu'agents de développement, elles veulent se mettre ensemble, nous ne pouvons que les encourager. L'association des femmes du Conseil du café-cacao regroupe toutes les femmes de l'institution exerçant à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Et parlons maintenant de la question foncière qui est souvent source de conflits dans plusieurs régions du pays. L'association fraternelle des étudiants du Golich dans la sous-préfecture de Bodokro veut passer par la sensibilisation pour éviter des affrontements liés au foncier rural dans cette localité. Les propriétaires terriens, les chefs de village ont été justement sensibilisés sur la loi du foncier rural. Sur Corona, Charles Tatou, RT Boaké. Pour mettre fin aux litiges liés au foncier rural, entre les autochtones et les allogènes, une loi foncière a été adoptée depuis décembre 1998. Malgré cela, la question foncière reste toujours source de conflits dans de nombreuses régions du pays, par méconnaissance de cette loi. Pour contribuer à la prévention des conflits et surtout à la sensibilisation de leurs parents à faire immatriculer leurs terres, les responsables de l'association des étudiants du Goli ont initié une série d'activités sur le foncier rural à Mian, dans la sous-préfecture de Bodokro. Les chefs de village, les propriétaires terriens et les autorités locales ont été formés sur les démarches pour éviter les affrontements entre communautés. Le conférencier du jour, tout en expliquant la loi de 1998, a exhorté les propriétaires terriens à faire identifier leurs parcelles. L'immatriculation des terres reste la seule solution pour mettre fin aux conflits liés au foncier rural, a-t-il ajouté. Les autorités administratives et politiques se sont engagées à faire de la sensibilisation de proximité afin d'expliquer la nécessité d'immatriculer la terre. Selon les données du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, seulement 20 000 hectares sur 23 millions sont immatriculés, soit 0,09% de la superficie agricole. Restons en province. Les populations du département d'Atiéguakro dans la région du Bélier ont été sensibilisées à la protection de l'environnement pour un développement durable. C'est une initiative du Cercle Charles Pémont pour le développement local qui vise à engager les populations à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Abou Sanogo. Département d'Atiéguakro. Sensibilisation des élèves et des populations à la protection de l'environnement pour un développement durable. Une initiative du Cercle Charles Pémont pour le développement durable. Selon l'initiateur, il est impérieux de s'engager dans la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. D'où l'institution d'un prix qui a pour objectif de susciter une saine émulation au sein de la jeunesse et de toutes les forces vives de la région Nanafoué, dont Atiéguakro est le chef-lieu. Ce dans le but de booster le développement et le progrès. À sa suite, le directeur général de l'environnement a insisté sur la protection de l'environnement afin de laisser un héritage écologique aux futures générations. Propos soutenus par le parrain de la cérémonie, le ministre Jean-Claude Kouassi, qui a invité la population à la sauvegarde de l'environnement. Pour avoir démontré leur aptitude à agir pour le développement et le progrès des élèves des établissements scolaires, du secteur pédagogique, du primaire au secondaire, des enseignants et personnels de l'éducation nationale ainsi que des acteurs du développement local ont été primés. Il est lancé ce vendredi le deuxième passage de vaccination de la Journée nationale de lutte contre la poliomyélite. À partir d'aujourd'hui, donc, les agents de vaccination se rendront dans les différentes localités pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans. À Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, ce sont plusieurs enfants de 0 à 5 ans qui sont concernés par cette campagne de vaccination. Kadi Fadiga Fofana. Éviter que le nombre de nouveaux cas de polio dans le monde revienne à 200 000 par an d'ici 10 ans. Ce défi planétaire pousse aujourd'hui tous les gouvernants africains à multiplier les journées nationales de vaccination
contre la poliomyélite. En Côte d'Ivoire, depuis juillet 2011, aucun nouveau cas de polio n'a été notifié, mais la vigilance toujours de mise. Du 26 au 29 février, démarrage pour l'année 2016 du premier passage des journées nationales de vaccination contre la polio. Et le pourcentage de couverture de plus de 8 millions d'enfants de 0 à 5 ans a été atteint malgré des enfants non vaccinés. Il y a des enfants qu'on vaccine, il y a des enfants aussi qu'on rate. Nous visons une immunité communautaire. Donc dès lors que les 5% d'enfants non couverts se distribuent inégalement dans la population totalement couverte, il n'y a aucun risque. Cependant, ne serait-ce même que pour ces 5% d'enfants rapportés aux 8 millions, ça nous donne un bon chiffre, il vaut mieux les protéger. La Côte d'Ivoire, libre de circulation du poliovirus sauvage, mais l'éradication de la maladie n'est pas encore là. Si vous prenez un pays comme le Nigeria, ils n'ont pas encore couvert les 3 ans d'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage. Il y a d'autres pays qui se sont réinfestés en Afrique. Et donc, pour cette raison, l'Afrique n'est pas encore totalement libérée de la circulation du poliovirus sauvage. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons l'exercice de revacciner les enfants de façon périodique. L'éradication de la polio a de nombreux visages. Tout le monde a un rôle essentiel à jouer et cela passe par la vaccination des enfants, seul remède efficace contre cette maladie invalidante qu'est la polio. Pour faire face efficacement aux défis de la couverture maladie universelle, la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire renforce son système d'exploitation tout en s'assurant du maintien de ses acquis en matière de gestion. Plus de détails avec Doigt de Laser. Le système de gestion des adhérents via Internet, le contrôle des prestations sanitaires et la distribution des bons de soins à travers le SMS téléphonique, la liste des pharmacies et des cliniques conventionnées. Voici des éléments passés en revue par la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire en vue de faire face efficacement à la CMU, la couverture maladie universelle. 642 pharmacies sur les 800 que compte la Côte d'Ivoire. Et les meilleures cliniques de Côte d'Ivoire sont conventionnées. La MUGEFSI est l'une des rares mutuelles qui arrive à liquider toutes les feuilles de prestations en temps réel. C'est donc par élan de solidarité que nous allons aider l'ensemble des populations à pouvoir avoir accès à une protection de santé. Depuis 3 ans, les comptes de la MUGEFSI sont passés au vert. La structure compte à ce jour 350 000 mutualistes qui bénéficient régulièrement des soins de santé et autres prestations sanitaires régies par la mutuelle. Cela demande de décupler nos efforts pour que la population apprécie notre force opérationnelle, pour que les gouvernants sachent notre dynamisme, à faire en sorte que les objectifs, les ambitions du gouvernement soient atteints. Le défi de la couverture maladie universelle est un enjeu important pour la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, qui veut apporter un appui considérable permettant à plus de 92% de la population ivoirienne de se soigner à moindre coût. Le village de Dawara, dans le département de Mankono, dispose désormais d'un centre de santé. C'est une infrastructure qui va permettre aux populations de bien vivre et de se faire soigner aisément, nous dit Kwasi Mamadou. Dawara, un village du département de Mankono dans la région du Béret. Les populations en liesse, car leur village dispose désormais d'un centre de santé. Un rêve caressé depuis plusieurs décennies, car les malades et autres blessés étaient transportés à moto ou à vélo jusqu'au centre de santé le plus proche, situé à 25 km. Aujourd'hui, grâce au conseil régional du Béret, les populations de Dawara seront prises en charge sur place avant d'éventuels transferts vers d'autres structures sanitaires mieux équipées. En procédant à l'inauguration de ce centre de santé composé de dispensaires et de maternités, Abdelkader Karamoko a indiqué que la santé constitue un axe majeur de sa politique de développement. C'est pourquoi son équipe élue continue de doter tous les villages de centres de santé. Toujours, selon Abdelkader Karamoko, les centres de santé de la région du Béret seront dotés en ambulances médicalisées grâce au président de la République Alassane Ouattara. En remettant les clés, le président du conseil régional du Béret a invité les populations à fréquenter le centre de santé qui est mis à disposition. Les femmes ont été exhortées à faire les consultations prénatales ainsi que les accouchements à l'hôpital.
Plusieurs organisations non gouvernementales et le département paix et sécurité de l'Union africaine ont organisé à l'attention de 20 avocats et magistrats un atelier portant sur l'application des instruments juridiques internationaux par les juridictions nationales. Objectif de cette formation, la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Hamza Diaby. Depuis sa création, l'Union africaine s'attelle à mettre sur pied des mécanismes qui promeuvent la gouvernance démocratique. L'un d'entre eux est le plus complet est la CADEG, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée en janvier 2007. Cette charte est cependant assez peu connue, tant par les populations que par les praticiens du droit. D'où la tenue de cet atelier afin de divulguer et mieux faire connaître cette charte auprès des avocats et magistrats de Côte d'Ivoire. Sur notre continent, nous voyons un peu la transition démocratique qui se fait dans notre pays, une transition qui ne se fait pas toujours de façon pacifique et de façon apaisée. Et à un moment donné, l'Afrique elle-même, elle a pensé qu'il fallait réfléchir et voir ensemble comment tous ces éléments pouvaient être pris en compte à travers un document qui serait contraignant pour nos États africains. Les magistrats, les avocats sont des praticiens du droit. Lorsqu'il y a un instrument juridique, qu'il soit national ou international, ce sont eux qui concourent à l'application, ce sont eux qui donnent vie à cet instrument. On ne pouvait pas organiser un projet de sensibilisation, un projet de divulgation et de dissémination de cet instrument sans le porter à la connaissance des magistrats. La transparence dans la gestion des affaires publiques, les droits de l'homme et l'application des instruments internationaux par les juridictions nationales sont autant de sujets qui ont été abordés lors de cette assise. Une aubaine pour les hommes de droit. La formation actuelle est très importante en ce qu'elle permet de comprendre comment une convention internationale peut être applicable directement dans nos juridictions. Au sortir de ce séminaire, nous aurons les informations nécessaires, nous aurons les procédures nécessaires qui nous permettront, en cas de besoin, en cas de saisine, de savoir quel levier activer. C'est en juin 2009 que la Côte d'Ivoire a signé la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle l'a ratifiée en 2013. La commune de Plateau rend hommage à Nelson Mandela. Le leader sud-africain a été immortalisé hier jeudi dans cette commune. Une place lui sera dédiée. La première pierre de cette place, la place Nelson Mandela, a été posée. C'était en présence de Patricia Omouetia. Le mouvement habituel du quartier des affaires d'Abidjan s'est métamorphosé en une fête géante à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de la place de la réconciliation Nelson Mandela du Plateau. C'est un hommage rendu à une grande figure de la paix. Donc, dans l'histoire, nous savons tous que Mandela a été, dans sa vie, un exemple vraiment exceptionnel dans la réconciliation, non seulement de son pays, même de la sous-région sud-africaine. Cette place de la réconciliation, avec son buste, avec des messages et puis des espaces qui nous renforcent notre désir de réconcilier les Ivoiriens. Bien, le coût du projet globalement est estimé à 500 millions. Le projet est le fruit de la réflexion de 4 architectes associés. Il sera situé dans la partie sud du plateau avec 4 composantes majeures. Le mémorial, le jardin du Calumet, l'arbre à palabres et le parc Ubuntu. Et je suis fier de voir aujourd'hui dans ce plateau vont cohabiter des bustes qui en appelle à l'union, à la réconciliation, à la paix. Long de 900 mètres, la plus vieille rue du plateau, la rue du Commerce, sera également relookée avec des candélabres, des bornes et des assises. Le plan stratégique de développement local avec des ouvrages urbains est bien engagé dans la commune du Plateau. Les habitants seront les premiers bénéficiaires d'un cadre de vie renouvelé. On s'en souvient à la fin du mois de mars, une tornade avait causé d'énormes dégâts matériels dans la commune de Toumodi. Et suite à ce sinistre, le ministre d'État Jean Oussou Kouadio, par ailleurs président du conseil régional du Bélier, est allé s'imprégner des dégâts et a apporté par la même occasion son réconfort aux sinistrés. Abdul Kader Segodogo, RTI Boaké. Le ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio et le conseil régional du Bélier apportent leur soutien et leur réconfort aux sinistrés de la tornade de Toumodi.
Après une visite des infrastructures publiques et privées sinistrées, le ministre d'État Jano Ahoussou-Kouadio revient sur les motifs de cette visite. Je suis venu en tant que président du conseil régional faire le constat. Mieux vous voir une fois que d'entendre parler 1000 fois. J'ai fait le constat. Nous constatons que globalement, il y a une trentaine de personnes privées qui ont été victimes de cette tornade. Nous leur apportons notre compassion et notre soutien. Le conseil régional a commencé à remettre symboliquement à chacune des victimes une petite enveloppe. Des mesures seront prises pour permettre aux infrastructures sinistrées de repartir de plus belle pour retrouver leur lustre d'antan. Afin de lutter contre la défécation à l'air libre en milieu scolaire, la mairie de Cocody a construit une dizaine de toilettes pour le groupe scolaire à Toban. Objectif de ce vaste programme de la mairie de Cocody, offrir un environnement sain aux élèves de la commune et surtout les mettre à l'abri de tout danger et tout risque de maladie à Boussanogo. C'est un véritable oufle de soulagement pour les élèves et les enseignants du groupe scolaire à Toban dans la commune de Cocody. Obligés qu'ils étaient de se soulager dans les environs de l'établissement ou même dans la cour de l'école. Ils viennent ainsi de bénéficier de la latrine neuve grâce au maire de la commune de Cocody, Mathias Akaungwa, qui permet aux apprenants et aux enseignants d'être à l'abri des dangers et des risques de maladies. À l'inauguration de ces latrines, le maire Mathias Akaungwa a exhorté les bénéficiaires à leur bon usage. Il a annoncé par ailleurs une série de travaux dans les différents établissements de la commune de Cocody. L'émergence doit commencer d'abord par la base. Donc il faut qu'on améliore la base. Et que sur cette amélioration, on puisse continuer vers là-haut. J'ai décidé de visiter tous les projets de Cocody pour mieux les programmer dans notre budgétisation. La remise des clés s'est faite en présence du représentant du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. La mutuelle de Penda Boroto, une sous-préfecture du département de Bondoukou, vient de mener plusieurs actions de développement dans cette localité. Le coût de ces investissements est estimé à environ 500 millions de francs CFA. Thérèse Tapeyoboué. 2 bâtiments de 6 salles de classe, une cantine scolaire, une église, un forage. Ajouté à cela, la construction d'un bâtiment administratif au collège moderne, la clôture du centre de santé. Autant d'actions réalisées à Pinda Boroko, dans le département de Bondoukou. Ces réalisations sont de la mutuelle du village. Le président de cette mutuelle annonce pour le futur la construction d'autres infrastructures, notamment l'ouverture de routes, la création de 500 lots, le renforcement de l'éclairage public. Pour ce faire, il lance un appel à la mobilisation de tous. Nous voulons lancer un appel à la remobilisation, un appel à la solidarité, un appel à tous les cadres pour qu'ils puissent contribuer au financement de nos projets pour permettre à cette jeune sous-préfecture de prendre l'envol qui est le sien. Appel bien perçu par les populations. Ces actions sont très appréciables. Moi, à mon niveau, au travers du bilan qu'ils ont présenté, je crois que les gens sont dévoués pour travailler pour le bien-être du village. La mutuelle, ça dépend de nous-mêmes. Parce que si nous aidons la mutuelle pourrait faire mieux. Si nous comptons beaucoup sur les cadres, on ne peut pas avancer. Le sous-préfet de Pinda Boroko a pour sa part salué les actions de la mutuelle. Il a exhorté les cadres à maintenir la flamme de la fraternité, de la cohésion sociale et à conjuguer leurs efforts pour booster le développement de Pinda Boroko. Le Conseil supérieur des imams à Kozim a organisé à Grand Bassam un séminaire de formation en vue de renforcer les capacités des imams. Le thème retenu est la contribution des imams au renforcement des valeurs spirituelles dans la société. Et selon les responsables du Kozim, le choix de Grand Bassam est pour exprimer une fois de plus la solidarité de la communauté musulmane aux victimes des attaques terroristes de Grand Bassam. Koné Pargasoro. Comme les autres années, le Kozim a ouvert samedi 2 avril dernier à Grand Bassam sa série de séminaires de renforcement des capacités des imams. Cette année, ce sont 15 séminaires qui seront organisés à travers tout le pays. L'édition de 2016 a pour thème la contribution des imams au renforcement des valeurs spirituelles dans la société. La formation de Bassam va durer 4 jours et est placée sous le parrainage d'El Hadj Amidou Sanogo, président du Kozim Sud Komoé.
Selon l'imam Ousmane Diakité, secrétaire exécutif du COSIM, parlant au nom du cheikh Aïma Bouakari Fofana, le choix de Bassam pour abriter ce séminaire est une façon de montrer à la face du monde que la communauté musulmane est solidaire de Bassam et qu'elle n'est pas une communauté qui pratique ou qui véhicule des messages de violence. L'imam Diakité a terminé son propos en émettant le souhait qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les musulmans et les poseurs de bombes que sont les terroristes. Le lancement du séminaire du Grand Bassam s'est fait en présence du cheikh Ahmed Hamdi Yildirim de la Fondation TUC et Aziz Mohamed Udey, un partenaire du COSIM. Nous vous le disions dans nos titres, environ 187 000 électeurs sont appelés aux urnes ce vendredi à Djibouti pour désigner leur prochain président. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 6 h du matin local. Ismaël Oumar Guélé, qui dirige depuis 1999 cette ancienne colonie française de 875 000 habitants, brigue un 4e mandat de 5 ans. Il avait fait modifier la Constitution en 2010 pour en supprimer toute limitation. Il est opposé à 5 autres candidats, dont 3 indépendants. Les résultats sont attendus ce soir même. Et nous allons terminer avec cette information. Les éléphants footballeurs affronteront la Hongrie, un match amical le 20 mai prochain à Budapest. Voilà, beaucoup de courage aux éléphants lors de cette compétition et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.